Il y a quelque chose, je suis sûre, dont vous avez beaucoup entendu parler et dont vous allez beaucoup entendre parler quand vous allez partir en enquête. Et je suis aussi quasiment sûre que la première fois que vous en avez entendu parler en regardant une émission paranormale, vous vous êtes dit, c'est quoi? Ce sont les EMF. EMF de l'anglais Electromagnetic Field, qui veut dire en français ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, il y en a absolument partout. À la base, elles sont naturelles. Elles peuvent aussi être électriques, magnétiques, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, ça n'a rien à voir avec le paranormal. Vous allez en trouver beaucoup chez vous. Là, par exemple, si vous avez un appareil de mesure, je vous invite à aller mesurer tous les appareils qui sont chez vous. Vous allez un petit peu halluciner. Vous allez halluciner surtout parce que il faut savoir que une pièce chargée en EMF peut avoir de graves conséquences, ou en tout cas de lourdes conséquences sur un humain. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles justement aux EMF, et ça peut causer des maladies, ça peut causer des migraines en permanence, dépression, des angoisses constantes, l'impression de sentir des présences. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte en fait. Parce que dans une maison où on va... par exemple, si vous allez chez des particuliers et que la famille vous appelle à l'aide, qu'ils ont toutes ces impressions-là, mais sans vraiment avoir quelque chose de concret, allez mesurer les ondes électromagnétiques, mais surtout par rapport à tout ce qui se trouve dans la maison ou sous la maison, parce que parfois une nappe phréatique peut provoquer beaucoup de EMF. Ça peut même provoquer la mort d'animaux, enfin ça peut aller hyper loin en fait, hein, les ondes électromagnétiques. Et ça peut déjà parfois expliquer des phénomènes paranormaux. Mais à l'opposé, on s'est rendu compte aussi que certains phénomènes paranormaux étaient associés à des pics d'EMF. C'est pour ça en fait que vous vous rendrez compte le jour où vous allez acquérir de l'équipement paranormal pour vos enquêtes. La gamme d'équipements qui est le plus développée, c'est la gamme pour justement mesurer les ondes électromagnétiques. Alors, je vous invite là tout de suite à aller sur GhostStop parce que j'ai pas d'appareil à vous montrer. Moi, en fait, je vais vous expliquer après. Allez sur ghoststop.com par exemple et regardez le type d'appareil. Vous allez voir, il y a des EMF metteurs, des K2, des Trifield. Il y a vraiment tout type d'appareil, plus ou moins élaboré, en fonction des budgets aussi. Mais justement, c'est là où ça devient dangereux, c'est que tous les appareils n'ont pas la même finesse, on va dire, de mesure, et que parfois ça va plus vous tromper que vous aider dans l'analyse des phénomènes, s'il y en a. Alors, pour en revenir aux phénomènes et à ces EMF, justement, pourquoi? À ce jour, on ne sait pas vraiment si les phénomènes paranormaux provoquent des EMF quand ils se manifestent, ou si les entités utilisent les EMF présents dans une pièce pour pouvoir justement entrer en interaction avec vous. Mais en vérité, c'est pas très important. Ce qui va se passer quand vous allez partir en enquête, je vous avais expliqué qu'il était très important d'aller mesurer la pièce, vous savez, de faire une sorte de pré-enquête avec vos appareils. C'est à ce moment-là en fait que vous allez voir s'il y a des nœuds électriques, s'il y a des endroits où les appareils de mesure, en tout cas d'EMF, s'affolent, et vous le saurez déjà en amont en fait. Donc c'est-à-dire que si ça se répète lors de l'enquête la nuit, vous le savez, c'était naturel. Là, si vous êtes à un endroit où a priori il n'y a rien, où il n'y avait rien en pré-enquête, ça ne veut pas dire pour autant que c'est paranormal. Et c'est là où c'est le piège. Je vous ai recommandé dans l'équipement de base pour partir en enquête d'avoir, pourquoi pas, un K2. Le K2, malheureusement, c'est, je vous le disais aussi, c'est de faire très attention parce que c'est le plus basique, il n'est pas du tout fin en termes de mesure, et il va capter toutes les ondes. C'est-à-dire que s'il y a une onde absolument naturelle qui passe à ce moment-là, il va la capter, il va la retransmettre, et vous, en tant que bon débutant, et on est tous passés par là, vous allez vous dire ça y est, vous allez crier aux fantômes. Pour avoir formé des dizaines et des dizaines de débutants,
Je les ai vus. En fait, je sais pas pourquoi le K2 attire énormément. Je pense que c'est l'aspect gadget en fait. Et les débutants, ils ont leur K2 comme ça, et ils regardent comme ça. Ils fixent les diodes pour les voir s'allumer. Euh, Parce que voilà, c'est tout ce qu'ils attendent en fait. Ils se concentrent même plus sur l'espace autour d'eux, sur les autres phénomènes, sur les ressentis, sur les autres appareils, c'est le K2. Et du coup, ça va pas. Parce que si jamais les diodes s'allument en effet, tout de suite, vu que c'était l'attente absolue, c'est fantôme. Et là, l'esprit d'analyse, il est pas bon. Donc cet appareil, attention, malgré tout, je vous disais, on peut l'utiliser si par la suite, il y a des actions. C'est-à-dire qu'on s'arrête pas en se disant il s'allumait, il y a un fantôme, c'est bon, il y a une communication. Non, on tente quelque chose. Le K2 s'allume, pose une question. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous pouvez le refaire? Bon, s'il le refait, c'est intéressant, mais il faut toujours garder en tête que ça peut aussi être une synchronicité. Donc, pourquoi pas on essaye de se déplacer? Parce que peut-être que là où vous vous trouvez, il y a un nœud électrique, justement, où il y a une onde passante. On essaye ailleurs, on demande pourquoi pas autre chose. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Attention néanmoins, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, toutes les entités sont différentes et toutes ne peuvent pas faire la même chose. Donc une entité qui peut, par exemple, se manifester au travers des appareils ne pourra pas forcément faire de bruit. Donc il faut faire attention à ça. Mais on essaye en tout cas de voir si des actions par la suite vont corroborer les diodes ou en tout cas vos appareils de mesure qui vont mesurer des ondes électromagnétiques. Si c'est le cas, toujours pas de conclusion hâtive parce qu'il n'y en a jamais, mais en tout cas vous pourrez vous dire que c'était intéressant et que c'était peut-être paranormal. Si tout de suite, après s'être allumé une seule fois, le K2 ne se rallume jamais de la soirée, qu'il se passe absolument rien, qu'il n'y a aucune interaction, c'était probablement naturel. Mais une fois de plus, je vous disais, c'est très compliqué avec un K2 de tirer une conclusion hâtive. Par la suite, quand vous serez des enquêteurs aguerris, que vous aurez envie d'investir, vous pourrez prendre des appareils un petit peu plus précis. Moi, aujourd'hui, je suis partie complètement à l'extrême, c'est-à-dire je vais vous montrer ce qu'est un K2 à nu. Et pas un K2 d'ailleurs, un appareil de mesure d'EMF, c'est ça. Voilà, c'est simplement ça. Et ça, après, eh ben, en fait, ils vont en faire des appareils plus ou moins précis, mais avec ça, en tout cas, vous avez une base pour mesurer les ondes électromagnétiques. Donc, en effet, avec quelques soudures et deux, trois autres choses, je peux en faire l'appareil que je veux. Moi, en l'occurrence, ce que je veux en faire, et ce qui me permet de changer sur chaque enquête, c'est que j'en fais un triggering object. Qu'est-ce que c'est? En gros, un triggering object, c'est le fait d'attirer, j'aime pas ce terme, mais attirer de façon sympa une entité sans qu'elle se retrouve face à un appareil justement type je sais pas, EMF meter, toutes ces choses-là qui font du bruit, qui sont un peu barbares. Imaginez, vous êtes en contact avec une entité du 17e. Je ferai une vidéo hein, sur les différents types d'entités que vous pouvez trouver en enquête. Mais il y a des entités qui sont restées bloquées à leur époque. Imaginez, là, au moment où vous faites l'enquête, c'est une entité consciente, donc qui peut interagir avec vous, qui est un petit peu bloquée dans son époque au 17e, vous lui montrez un K2. En plus, des fois, alors attention aux erreurs, pardon, quand vous partez en enquête, n'oubliez pas que, en fait, le terme, le jargon paranormal n'appartient qu'à nous, et il n'est pas compris des entités, même souvent des gens lambda, en fait. Parce que souvent, je vois des vidéos où les enquêteurs sont là. Est-ce que vous pouvez vous approcher du K2? K2, même moi, si j'en parle à mes parents, ils savent pas ce que c'est un K2. Donc, imaginez, enfin, une entité de n'importe quelle époque, en fait. N'utilisez pas le jargon d'enquêteur. Ça, c'est pour vous, en fait. Mais sinon, trouvez des termes pour décrire l'objet que vous avez dans la main. Voilà, c'est un petit peu tabou hein, quand on part en enquête. Il faut s'adapter un petit peu aux entités qu'on n'arrive pas à voir, on ne sait pas de quelle époque ils sont, donc voilà, il faut s'exprimer au mieux et ne pas parler en jargon. C'est très très important. Et du coup, imaginons vous avez un K2, vous leur demandez de vous approcher, une personne qui est bloquée à son époque peut avoir très peur parce que elle ne sait pas, elle peut penser que c'est de la sorcellerie, de la magie, et ne jamais s'approcher de vous.
Donc en fait, faire un triggering object avec ça, c'est simplement dissimuler le détecteur dans un appareil ou toute autre chose qui pourrait être moins effrayant pour les entités. Si je vais dans un château où la prédominance a été le Moyen-Âge, je vais pouvoir utiliser des objets de cette époque et dissimuler mon détecteur dedans. Si vous voulez faire des offrandes, vous pouvez aussi dissimuler ça. S'il y a un endroit où il y avait des enfants, ça peut être des jouets, voilà, tout plein d'autres choses. Mais du coup, c'est intéressant quand vous avez acquis, on va dire, un certain level d'expertise en tant que chasseur de fantômes, vous allez aussi vouloir réinventer vos appareils. Au début, vous allez prendre les appareils qu'on vous propose, mais après, vous allez vouloir les réinventer. Et en vérité, vous verrez que c'est très très cool aussi d'essayer des choses, de vous planter, parce que moi j'ai pas peur de me planter. Parfois ça marche pas. C'est pareil, mon appareil il est pas hyper précis, mais en tout cas c'est intéressant. Mais les EMF, en tout cas en termes d'approche, vous allez être obligé de les utiliser, de les considérer. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous voulez le faire, avec quel type d'appareil. Est-ce que vous voulez vraiment vous concentrer que sur ça ou pas du tout? Quoi qu'il en soit, je vous disais, ne tombez pas dans le piège. Faites bien votre pré-enquête au préalable pour voir s'il n'y a pas déjà beaucoup de MF présents et les reconnaître selon les endroits. Et ensuite, si jamais vous avez une interaction, on va dire unique, sur un de vos appareils, il faut pousser le truc, à la fois, comme je vous disais sur l'autre vidéo, avec les deux parties de votre cerveau, la partie qui va se concentrer sur la communication paranormale et la partie qui va être rationnelle et qui va essayer de mesurer le champ naturel, la causalité naturelle pour pouvoir l'éliminer ou la confirmer. Voilà. Donc c'est très important de faire ça et de ne pas vous cantonner à une interaction unique qui serait probablement une simple onde électromagnétique passante. Très attention à ça. Mais du coup, je vous invite tout de suite après à aller sur un des deux sites que je vous avais cité dans une autre vidéo, donc ghosttop.com ou The Ghost Hunter Shop, et de regarder les appareils pour détecter les EMF, et pourquoi pas de commencer à en choisir un. C'est à vous de décider.